السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة. اليوم غادي نشوفوا les instruments de mesure de la monnaie par les agrégats de monnaie. L'objectif premier de la politique monétaire est la stabilité des prix dans la mesure où les inconvénients et les coûts liés à l'inflation et à la déflation sont effectivement très importants. Toute baisse des prix anticipée sur la base d'un rythme stable de déflation peut avoir plusieurs répercussions négatives. Les ménages vont différer leur consommation présente et la reporter dans le futur où les prix seront moins élevés car ils dépenseront moins pour une même quantité consommée. Les ménages vont donc épargner plus. Cet effet est renforcé par la hausse des taux d'intérêt réels qui stimule l'épargne dont le rendement se trouve ainsi augmenté. Lors de périodes de déflation, les taux d'intérêt réels, taux d'intérêt nominaux moins les taux d'inflation, tendent en effet à s'accroître, rendant ainsi l'investissement de plus en plus coûteux. Les projets sont de moins en moins rentables, ce qui se traduit par la chute de l'investissement, de l'emploi et de la production. L'inflation a plusieurs effets pervers sur l'économie d'un pays ainsi. Sur le plan économique, la hausse des prix intérieurs rend les produits nationaux moins compétitifs. Les exportations deviennent plus coûteuses et les importations moins chères, ce qui se traduit par une détérioration du solde courant, baisse des exportations et hausse des importations. Par ailleurs, la hausse des coûts de production pour les entreprises entraîne une baisse des marges, rentabilité ou une hausse des prix qui risque de se traduire par une chute des ventes et une hausse du chômage. Sur le plan social, la baisse du pouvoir d'achat des agents économiques peut être à l'origine de revendications salariales et de troubles sociaux. L'inflation peut avoir plusieurs causes parmi lesquelles l'inflation par la demande, lorsque la croissance de la masse monétaire est supérieure à la croissance du PIB, et l'inflation par les coûts, lorsque la hausse des prix est causée non pas par un excès de création monétaire, mais par la hausse des prix des inputs. Par exemple, la hausse du prix du pétrole, inflation importée, va se traduire par une hausse de prix de transport, de l'énergie, des plastiques et produits chimiques, c'est-à-dire une hausse de coûts de production des entreprises qui vont augmenter leurs prix pour conserver leurs marges bénéficiaires. Les autorités monétaires doivent ainsi limiter la croissance de la masse monétaire et donc maîtriser la quantité de monnaie en circulation. D'où l'intérêt de pouvoir mesurer cette quantité de monnaie. Pour les autorités monétaires, toute la problématique réside dans le fait de mettre en circulation la quantité de monnaie adéquate. Cette quantité de monnaie ne doit être ni trop faible car les agents économiques seront obligés de limiter leur demande, ni trop abondante car elle se traduirait par un pouvoir d'achat des agents économiques supérieur à la quantité de biens disponibles, ce qui pourrait provoquer l'inflation. Les autorités monétaires doivent donc élaborer des instruments de mesure de la monnaie ou des agrégats de monnaie qui leur permettent de quantifier avec précision la monnaie en circulation. Mais d'abord, il faut définir les critères de construction des agrégats de monnaie. Les questions qui se posent sont: où se situe la frontière entre ce qui est monnaie et ce qui ne l'est pas? En d'autres termes, que faut-il intégrer dans les actifs monétaires? Par ailleurs, faut-il retenir dans les agrégats monétaires la monnaie détenue par l'ensemble des agents économiques ou uniquement la monnaie détenue par les agents non financiers?
Premier critère, c'est la prise en compte de la quantité de monnaie détenue par les agents non financiers résidents. L'inflation dépend de la demande de biens et services, on est d'accord, et se manifeste ainsi par une hausse générale et durable des prix au niveau des biens et services. Il s'agit donc de mesurer uniquement la quantité de monnaie destinée à l'achat de biens et services, c'est-à-dire la quantité de monnaie détenue par les agents non financiers. La quantité de monnaie détenue par les agents financiers, banque centrale, n'est pas recensée dans les agrégats monétaires parce qu'il ne sert généralement pas à acquérir des biens et services, mais est plutôt utilisé dans les relations entre la banque centrale et les institutions financières d'une part et entre les institutions financières elles-mêmes. Il s'agit donc d'identifier la capacité globale ou potentielle de dépenses des agents non financiers résidents. Les agrégats de monnaie ne tiennent donc compte que de la quantité de monnaie détenue par les agents non financiers résidents. Deuxième critère, c'est la frontière entre ce qui est monnaie et ce qui ne l'est pas. Dans la construction des agrégats de monnaie, on fait tout d'abord la distinction entre monnaie au sens strict et monnaie au sens large. Et ensuite, la distinction entre actifs monétaires et actifs non monétaires pour déterminer quels sont les moyens de paiement qui seront inclus dans la monnaie au sens large. La monnaie au sens strict de terme se base sur le critère fonctionnel qui permet de distinguer entre ce qui est moyen de paiement immédiat et ce qui ne l'est pas. Et donc, entre ce qui est monnaie au sens strict et ce qui ne l'est pas. La monnaie au sens strict ou masse monétaire au sens étroit du terme regroupe donc les moyens de paiement immédiat, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Si on s'intéressait uniquement à la capacité de dépense immédiate des agents non financiers, il aurait suffi de mesurer la quantité de monnaie au sens strict en circulation, mais comme l'on s'intéresse à la capacité de dépense globale ou potentielle des agents non financiers, il faut également intégrer en plus des moyens de paiement immédiat ou monnaie au sens strict, les moyens de paiement différés pour mesurer la monnaie au sens large. La monnaie au sens large regroupe les moyens de paiement immédiat, donc monnaie fiduciaire et scripturale qui constituent la monnaie au sens strict du terme, et les actifs émis par les institutions financières, critères institutionnels pouvant être utilisés en règlement des transactions après conversion facile et rapide en moyens de paiement sans que cette conversion entraîne une perte importante en capital. Dans ce cas-là, on parle de critères de liquidité. Sont donc exclus des agrégats monétaires tous les placements dont la liquidation avant l'échéance ne peut se faire que par négociation sur un marché, donc négociation sur un marché avec un risque élevé de perte en capital. L'utilisation combinée de critères de liquidité et de critères institutionnels permet d'identifier et de classer par ordre décroissant de liquidité les instruments de paiement différés émis uniquement par des institutions financières et susceptibles d'être transformés en moyens de paiement immédiat sans délai important ni risque élevé de perte en capital, à savoir les avoirs sous forme de comptes sur carnet, de comptes à terme et de bons à échéance fixe et OPCVM monétaire. On passe maintenant aux agrégats retenus au Maroc. Lorsqu'on parle des instruments de mesure de la monnaie au Maroc, il est essentiel de distinguer trois périodes. Avant 1997, avant le 30 juin 2010
et à partir de 30 juin 2010. Premièrement, on va voir les instruments de mesure de la monnaie avant 1997. Avant 1997, la masse monétaire au sens large était composée des disponibilités monétaires, donc la masse monétaire au sens étroit ou strict du terme, qui comprenait les moyens de paiement immédiat, monnaie fiduciaire, donc billets et pièces, plus monnaie scripturale, ensemble des comptes créditeurs à vue auprès des banques, de la Banque centrale, du Trésor et du service des chèques postaux, et les dépôts à vue sous forme de comptes sur carnet auprès des banques, et de la quasi-monnaie constituée des avoirs sous forme de dépôts à terme auprès des banques. Ce classement des autorités monétaires pour élaborer les instruments de mesure de la monnaie utilise les 3 critères de classification étudiés précédemment. Le critère fonctionnel, le critère de liquidité et le critère institutionnel. L'utilisation de critères fonctionnels permet d'identifier les avoirs monétaires, monnaie fiduciaire et monnaie scripturale, présentant l'ensemble des caractéristiques des moyens de paiement immédiat. L'utilisation combinée de critères de liquidité et de critères institutionnels permet d'identifier et de classer par degré décroissant de liquidité les instruments de paiement différés émis uniquement par une banque et susceptibles d'être transformés en moyens de paiement immédiat. Sans délai important ni risque de perte en capital, les avoirs sous forme de comptes sur carnet, de comptes à terme et de bons à échéance fixe. Alors, pourquoi les autorités monétaires marocaines ont-elles en 1997 réformé les instruments de mesure de la monnaie? Alors, les principales qualités d'un agrégat de la monnaie. Donc, on est maintenant dans la période entre 1997 et le 30 juin 2010. Les principales qualités attendues d'un bon agrégat monétaire sont la représentativité, la disponibilité, la fiabilité et la cohérence. La représentativité, les agrégats doivent refléter de la manière la plus fidèle et la plus précise possible la capacité de dépense des agents non financiers, de manière à pouvoir déterminer les éventuelles pressions inflationnistes dans l'économie. La disponibilité et la fiabilité, les agrégats sont construits pour éclairer la banque dans la conduite de la politique monétaire. Ils doivent donc être disponibles rapidement et à une fréquence relativement élevée. En pratique, les autorités monétaires établissent les agrégats tous les mois. Les données collectées doivent être aussi précises que possible afin d'en assurer la fiabilité. Le critère de cohérence, il s'agit de regrouper en sous-ensemble des actifs monétaires présentant une certaine homogénéité. Or, les instruments de mesure de la monnaie au Maroc avant 1997 présentaient un faible degré de cohérence, puisque les disponibilités monétaires regroupaient les instruments de paiement immédiat et les comptes sur carnet auprès des banques. Par ailleurs, ces agrégats de monnaie n'étaient plus représentatifs de la capacité de dépense globale ou potentielle des agents non financiers, critère de représentativité, puisqu'il exclut notamment les avoirs à vue mobilisables par chèque auprès de la Banque nationale pour le développement économique, du crédit immobilier hôtelier et de la Caisse nationale de crédit agricole, les dépôts à vue non mobilisables par chèque sous forme de compte sur livret auprès de la Caisse d'épargne nationale et les certificats de dépôt, titres de créances négociables émis par les banques. En plus de ces limites, les instruments de mesure de la monnaie se trouvaient en déphasage par rapport aux pratiques internationales en matière de construction des agrégats de monnaie, ce qui explique la refonte de ces instruments de mesure de la monnaie avec la réforme en 1997. Alors, la réforme
des agrégats monétaires en 1997. Il touche à concerner aussi bien la forme que le fond. En ce qui concerne la forme, les nouveaux agrégats de monnaie, à l'inverse des anciens, s'emboîtent les uns dans les autres, comme les poupées rousses. D'accord? Et il y a trois agrégats de monnaie notés M1, M2 et M3. L'agrégat M1 correspond à la définition la plus étroite de la masse monétaire, donc les moyens de paiement immédiat. En ajoutant des actifs supplémentaires successivement, on aboutit à M2 qui constitue un agrégat intermédiaire puis à M3 qui représente la masse monétaire au sens large du terme. En ce qui concerne le fonds, l'agrégat M1, à l'inverse des disponibilités monétaires, ne regroupe plus que les moyens de paiement immédiat, monnaie fiduciaire et tous les comptes créditeurs à vue mobilisables par chèque, et ce, quel que soit leur gestionnaire, ce qui permet une plus grande homogénéité par rapport aux disponibilités monétaires. Au niveau de M1, c'est le critère fonctionnel qui est privilégié et qui permet de distinguer entre ce qui est moyen de paiement immédiat et ce qui ne l'est pas. Donc M1 est égal monnaie fiduciaire plus monnaie scripturale. L'agrégat M2 comprend en plus de M1 les placements à vue non mobilisables par chèque sous forme de compte sur carnet auprès des banques et les placements à vue non mobilisables par chèque sous forme de compte sur livret auprès de la Caisse d'épargne nationale. Donc M2 est égal à M1 plus les placements à vue. L'agrégat M2 comprend donc en plus de M1 des actifs très liquides mais qui représentent un degré moindre de liquidité par rapport à M1. Au niveau de M2, c'est le critère de liquidité qui est privilégié. L'agrégat M3 intègre en plus de M2 les placements à terme sous forme de compte à terme et de bons à échéance fixe ou bons de caisse auprès des banques et de certificats de dépôt. Donc, M3 est égal à M2 plus placement à terme. Au niveau de M3, le critère institutionnel va permettre de ne retenir parmi les actifs monétaires que les actifs qui sont émis par une institution financière monétaire, institution qui crée de la monnaie ou qui gère des actifs monétaires. La définition de M3 s'appuie sur l'utilisation combinée de critères de liquidité et de critères institutionnels, puisque M3 comprend M2 et les actifs liquides émis ou gérés par des institutions financières et pouvant être utilisés en règlement des transactions après conversion rapide et facile en moyen de paiement sans grand risque de perte en capital. L'agrégat M3 correspond donc à la définition de la masse monétaire au sens large du terme. On passe aux agrégats de placement liquide. Les statistiques monétaires intègrent en plus des agrégats de monnaie les agrégats de placement liquide détenus par les agents non financiers résidents et les MRE, entreprises non financières et particuliers au secteur détenteur de la monnaie. Ce sont des actifs non monétaires selon les critères retenus, mais qui sont très proches par leurs caractéristiques des agrégats de monnaie. À l'inverse des agrégats de monnaie, qui s'emboîtent les unes dans les autres comme des poupées rousses, les agrégats de placement liquide ne s'emboîtent pas les uns dans les autres. Ils sont regroupés en ensembles distincts et aussi homogènes que possible, par degré décroissant de liquidité et sont au nombre de 4 avant le 30 juin 2010. PL1 représente essentiellement les titres de créances négociables, exception faite des certificats de dépôt. Les titres de créances négociables sont associés au marché monétaire et donc représentent les titres émis en vue de répondre à un besoin de financement à court ou moyen terme. PL1 est égal les bons du trésor négociables sur le marché des adjudications, les billets de trésorerie, les bons
émis par des sociétés de financement et les titres émis par les OPCVM contractuels. PL2 représente les titres émis par les OPCVM monétaires. Ce sont des titres convertibles à tout moment et sans risque important de perte en capital. PL3 représente les titres émis par les OPCVM obligations court, moyen et long terme qui présentent un risque faible de perte en capital. PL4 représente les titres émis par les OPCVM actions et diversifiés qui présentent un risque élevé de perte en capital. La masse monétaire au sens large M3 et les agrégats de placement liquide PL1, PL2, PL3, PL4 représentent la liquidité de l'économie. Alors pourquoi les autorités monétaires ont-elles à nouveau réformé le 30 juin 2010 les instruments de mesure de la monnaie? Quels sont les nouveaux concepts et les nouvelles définitions qui ont accompagné cette réforme? Les agrégats de monnaie après le 30 juin 2010, Banque El Maghreb a réformé les instruments de mesure de la monnaie, principalement pour deux raisons. Pour qu'ils soient conformes aux prescriptions du manuel des statistiques monétaires et financières du FMI de 2000, l'objectif étant d'harmoniser les méthodes de calcul, d'évaluation et de comptabilisation des opérations financières ainsi que la classification des instruments financiers avec les pratiques internationales, pour qu'ils reflètent au mieux la capacité de dépense globale ou potentielle, critères de représentativité du secteur détenteur de la monnaie. Depuis juin 2010, Banque El Maghreb publie des statistiques monétaires conformes aux prescriptions du manuel des statistiques monétaires et financières du FMI de 2000. L'adoption de cette méthodologie s'est traduite par un accroissement de la masse monétaire suite principalement à la prise en compte de nouveaux agents économiques au niveau du secteur détenteur de la monnaie. Le secteur détenteur a été élargi à l'ensemble des secteurs institutionnels résidents, autres que les institutions de dépôt et l'administration centrale. Le secteur émetteur de la monnaie comprend autres banques El Maghreb et les banques commerciales, les OPCVM monétaires. Alors, c'est quoi le secteur détenteur de la monnaie? Il inclut tous les secteurs institutionnels résidents, à l'exception des institutions de dépôt et de l'administration centrale. Il comprend les sociétés non financières publiques et privées, les collectivités locales, les administrations de sécurité sociale, les ménages composés des particuliers, des entrepreneurs individuels et des MRE, les institutions sans but lucratif au service des ménages, les autres sociétés financières. Le secteur émetteur de la monnaie, il comprend l'ensemble des sociétés financières résidentes et qui ont pour principale fonction d'assurer l'intermédiation financière et qu'on compte dans leur passif des éléments entrant dans la définition nationale de la monnaie au sens large. Au Maroc, ce secteur est composé des banques El Maghreb, banques commerciales, les OPCVM monétaires et le Trésor. Les sociétés financières émettrices de la monnaie sont appelées les institutions de dépôt et les institutions de dépôt comprennent la banque centrale et les autres institutions de dépôt qui sont les banques commerciales et les OPCVM monétaires. Les OPCVM monétaires créent de la monnaie d'une manière différente des établissements de crédit en émettant des titres convertibles à tout moment et sans risque important de perte en capital. Le secteur neutre, l'administration centrale, est considéré comme un secteur neutre dans la mesure où l'évolution de ces actifs financiers n'est pas déterminée par l'activité économique. En effet, les dépôts de l'administration centrale ne réagissent pas aux phénomènes macroéconomiques de la même manière que les dépôts des secteurs détenteurs de la monnaie. Compte tenu de ces spécificités, de ces contraintes de financement et de la nature de ces dépenses, ainsi que des techniques de gestion de sa trésorerie. Le critère de résidence.
Le concept de résidence n'est pas lié à la nationalité ou à des critères juridiques, il se base sur la notion de centre d'intérêt économique. Ainsi, sont considérés comme des résidents les personnes physiques marocaines ou étrangères ayant leur principal centre d'intérêt au Maroc. Les fonctionnaires et les autres agents publics marocains en poste à l'étranger et les personnes morales marocaines ou étrangères pour leurs établissements situés au Maroc. Le centre d'intérêt est considéré au Maroc lorsque le domicile principal, c'est-à-dire le lieu d'habitation occupé le plus fréquemment, se trouve au Maroc. Le critère de domicile principal prévaut toujours sur celui de lieu d'activité professionnelle. Il convient de signaler que les opérations des Marocains résidant à l'étranger, les MRE, auprès des banques résidentes sont traitées comme étant avec des résidents. En effet, bien que les MRE soient considérés comme des non-résidents, leurs avoirs sont en général destinés à financer des dépenses courantes et ou d'investissements au Maroc. Alors, les agrégats de monnaie recensent les moyens de paiement et les actifs financiers qui peuvent être rapidement et facilement transformés en moyens de paiement sans risque important de perte en capital et sont présentés sous forme d'agrégats désignés par le caractère M et assortis de chiffres allant de 1 à 3. Ils sont classés par ordre décroissant du degré de liquidité des actifs financiers, les constituants. L'agrégat M1 qui représente la masse monétaire au sens étroit recense les actifs liquides divisibles, transférables, sans rendement et avec un coût de transaction nul. Il comprend les billets et les pièces de monnaie en circulation nette des encaisses des institutions de dépôt, ainsi que les dépôts à vue transférables en monnaie nationale constitués auprès de la Banque centrale, des banques commerciales et du Trésor. M1 ne présente donc aucun changement par rapport à la situation des agrégats monétaires avant juin 2010 et l'égale monnaie fiduciaire plus monnaie scripturale. L'agrégat M2 est composé de l'agrégat M1 auquel s'ajoute l'ensemble des actifs liquides non transférables et rapportant un rendement. Pour le cas du Maroc, il s'agit des comptes d'épargne ouverts auprès des banques. M2 est égal M1 plus les placements à vue non transférables sous forme de compte d'épargne auprès des banques. M2 ne présente donc aucun changement par rapport à la situation des agrégats monétaires avant juin 2010. L'agrégat M3, qui correspond à la masse monétaire au sens large, regroupe en plus de M2 les actifs monétaires moins liquides avec des coûts de transaction significatifs non transférables et ou non divisibles et rapportant un rendement. Ces derniers sont regroupés au niveau d'un agrégat dénommé autres actifs monétaires qui se compose principalement des comptes à terme et bons à échéance fixe, dépôts en devises, valeurs données en pension, les certificats de dépôt d'une durée résiduelle inférieure ou égale à 2 ans, les titres d'OPCVM monétaire, les dépôts à terme ouverts auprès de la Trésorerie générale du Royaume. Les agrégats de placement liquide recensent les actifs financiers des détenteurs de la monnaie qui sont jugés quelque peu liquides mais pas suffisamment pour être inclus dans la définition nationale de la monnaie au sens large et sont présentés sous forme d'agrégats désignés par le caractère PL, donc placement liquide, assortis de chiffres allant de 1 à 3. Donc on a diminué les agrégats de monnaie après de placement liquide, les agrégats de placement liquide après le 30 juin 2010 de 4 agrégats à 3 agrégats. L'agrégat PL1 comprend les titres OPCVM contractuels ainsi que les titres de créances négociables pour toutes les maturités autres que les certificats du dépôt, à savoir les bons de trésor émis par adjudication, les bons de société de financement et les billets de trésorerie.
L'agrégat PL2 est composé des titres émis par les OPCVM obligations, court, moyen et long terme. L'agrégat PL3 inclut les titres émis par les OPCVM actions et diversifiés. La liquidité de l'économie, donc composée de la masse monétaire au sens large, M3, plus les agrégats de placement liquide, PL1, PL2, PL3. Donc c'est la liquidité de l'économie. Mais si on veut parler juste de la masse monétaire, c'est M3. Il est important de noter que la frontière tracée entre les actifs monétaires et les actifs non monétaires n'est pas définitive et qu'elle se déplace au fur et à mesure du développement des inconvénients financiers et des mutations de comportement des agents non financiers en matière de placement. Au Maroc, le développement important des OPCVM qui offrent des possibilités de placement court par de SICAV, assorti d'un risque de perte en capital limité, a amené Banque le Maghreb à inclure à partir de 2010 les OPCVM monétaires dans l'agrégat monétaire M3. Le critère institutionnel perd donc progressivement de son importance au profit des critères économiques fonctionnels et de liquidité. On a terminé cette séance qui concerne les instruments de mesure de la quantité, de la capacité globale des agents non financiers. Merci pour votre attention. À la prochaine séance.